Ils sont dehors. Donc on a le plaisir ce soir d'accueillir Benoît Léniel. Donc il est professeur de l'université de Rouen-Normandie en environnement. Il est aussi membre du GIEC international et président du GIEC local de la métropole de Rouen. Donc ce soir, on lui a demandé de venir nous parler du changement climatique et plus précisément de l'adaptation et l'atténuation en Normandie et dans la métropole. Voilà, merci d'avance. Bonsoir. Donc je vais vous parler. Alors, je vais commencer quand même de redonner quelques éléments du changement climatique à l'échelle globale, même si je pense que c'est des choses que certainement vous connaissez. Donc, alors, un rappel rapide sur les températures, comme vous le savez, l'élévation, la température moyenne du globe de 1880 à 2012 a été évaluée de l'ordre de plus 0,8 degrés Celsius. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un phénomène linéaire, l'élévation de température. Vous voyez, ici, vous avez une courbe avec beaucoup de variations. Mais quand on parle de 0,8, c'est qu'on va regarder la tendance. Et quand on regarde la tendance, vous voyez qu'en réalité, on a eu vraiment deux phases de réchauffement marquées. Une première phase de 1910 dans les années 40, puis une stabilité. Puis à nouveau, une élévation à partir des années 70 particulièrement importante. Plus que le chiffre moyen, je dirais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se répartit à l'échelle du globe. Et quand on regarde comment ça se répartit à l'échelle du globe, vous voyez que quasiment toutes les zones du globe sont en réchauffement. Alors il y a une petite exception quand même, vous voyez sur l'Atlantique, là, nord, on a un peu de bleu, donc on est un peu en stabilité, voilà, gerbesse, mais vous voyez que sur toutes les zones du globe, on a des élévations de quelques dixièmes de degrés, voire bien au-dessus de la moyenne, puisqu'on peut atteindre à certains endroits, comme là sur la Sibérie, plus de 2 degrés Celsius. Si on regarde maintenant les années, le top 10 des années les plus chaudes, vous allez vous apercevoir, quand on regarde le top 10, quasiment, alors il n'y a pas 2011 je crois, mais quasiment toutes les années de 2010 à aujourd'hui sont dedans. Et l'année la plus chaude, c'est 2016. Alors on peut regarder aussi ces mêmes années, mais de manière mensuelle. Et vous voyez, la figure parle d'elle-même, quand vous allez vers des couleurs rondes chaudes, ça veut dire que les mois sont particulièrement chauds. Et vous voyez qu'à partir des années 90, quasiment tous les mois sont les plus chauds qu'a connu la planète, en tous les cas, à partir de 1970. Pardon. Les projections maintenant. Alors les projections, quel que soit le scénario, on va vers une élévation de température. Si vous prenez la moyenne, vous voyez ici, on serait entre plus 1 et plus 4 degrés Celsius. Alors si vous prenez par contre le chiffre haut, on va jusqu'à presque plus 6. Et il y a une étude qui vient de sortir récemment où on shift vers le haut et que le chiffre maximal d'élévation de température ne serait pas de plus 6 degrés, mais on atteindrait jusqu'à plus 7 degrés Celsius. Alors, une chose aussi, c'est que le scénario RCP 2.6, dont la moyenne est à plus 1, il faut savoir que c'est plus 1,5, c'est le scénario vers lequel on voudrait aller. Mais actuellement, en vue des émissions de gaz à effet de serre, ce scénario n'est pas du tout réaliste. Alors si on prend malgré tout ce scénario très optimiste et peu réaliste et le pessimiste, et qu'on regarde cette fois-ci, là encore, comment ça se répartit, que si vous vous souvenez par rapport à la carte précédente, vous voyez que vous soyez dans l'optimiste ou le pessimiste, on n'a plus de zone en léger refroidissement ou en stabilité, même dans l'optimiste. Et puis, bien évidemment, dans le pessimiste, on a des endroits où on a jusqu'à plus de 10 degrés Celsius de réchauffement. Un rappel rapide des causes du réchauffement, il y en a 4 principales. On parle beaucoup évidemment de la première, la rétention de la chaleur par l'atmosphère, qui est amplifiée par les gaz à effet de serre. Il y a aussi les causes astronomiques, les variations orbitales et les fluctuations de l'activité solaire. Alors les variations orbitales, pour faire simple, on a des variations cycliques qui font que le Soleil et la Terre sont plus ou moins proches. Et évidemment, si la Terre est plus proche du Soleil, on est en phase de réchauffement. Si on est éloigné, en phase de refroidissement. Et ça se fait de façon naturelle. On a aussi ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est la réflectivité ou l'absorption du rayonnement solaire en fonction des surfaces.
Sur une forêt, on absorbe, on réchauffe, sur de la neige, on réfléchit et on n'absorbe pas, et on est plus sur un refroidissement. Et puis enfin, on a les émissions volcaniques. Alors si on prend l'effet de serre, il faut savoir que c'est un phénomène naturel à l'origine, et que sans le phénomène d'effet de serre, la température moyenne de la Terre, qui est de 14 degrés, maintenant plutôt 15, si on rajoute plus 0,8, eh bien elle chuterait de moins 18 degrés, à moins 18 degrés en moyenne. Le problème, c'est que, en plus du phénomène naturel, il y a le phénomène lié à l'homme, ce qu'on dit anthropique, et qui est lié notamment à la combustion des carbones fossiles. Et on voit que les concentrations de CO2, effectivement, dès 1900, commencent à augmenter, et encore plus à partir des années 50. Et on peut mettre ça en relation, comme je vous le disais, avec les combustions du carbone fossile, avec la révolution industrielle, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, où on a une élévation très importante. Comme je vous le disais, la quantité de CO2, elle fluctue de façon naturelle. Et si on essaie de relativiser les choses et de remonter dans le temps, vous voyez, on remonte 400 000 ans en arrière. Vous voyez que vous avez des grosses variations. Et ces grosses variations, elles sont liées, depuis 2 millions d'années, on a ce qu'on appelle des phases glaciaires et interglaciaires, tous les 100 000 ans. Et lors des phases interglaciaires, qui sont les phases tempérées, comme celle qu'on vit actuellement, vous voyez, le CO2 est en grande quantité dans l'atmosphère. Et puis, il est en faible quantité lors des phases glaciaires. Le problème, c'est que, vous voyez ici, on peut regarder le seuil maximal naturel. Et ce seuil maximal naturel n'a jamais dépassé 300 ppm. Aujourd'hui, on est à 400. Et vous voyez la courbe, elle est verticale. Autre élément intéressant, c'est que quand on fait des projections avec nos modèles, on peut se projeter vers l'avenir, à l'horizon 2050, 2100, mais on peut aussi servir les modèles pour essayer de reproduire ce qui s'est passé. Et ici, on va juste regarder cette courbe. Vous voyez, la courbe noire, c'est celle dont je vous ai parlé, celle du réchauffement moyen. Ici, vous avez une courbe enveloppe bleue et une courbe enveloppe rose. La courbe enveloppe bleue, c'est les modèles qui intègrent que les forçages naturels, pas l'homme. La courbe rose, enveloppe, c'est les modèles qui intègrent les forçages naturels et l'homme. Et ça parle, les courbes parlent d'elles-mêmes. Vous n'arrivez jamais à reproduire l'élévation de température avec les modèles qui n'intègrent que les facteurs naturels. Il faut l'homme pour reproduire cette courbe. Et les émissions, bien évidemment, de gaz à effet de serre. Les conséquences sur le cycle de l'eau. Alors sur le cycle de l'eau, qu'est-ce qu'on constate? C'est un peu plus compliqué, je dirais, que la température. On voit, si on regarde à l'échelle globale, qu'on augmente les contrastes. Vous voyez, ici, vous avez des pluies. Ici, vous avez les débits des fleuves du monde. Et là, vous avez les recharges des nappes. Quand vous avez du bleu, par exemple, sur les nappes, ou sur les pluies, c'est qu'il pleut davantage et vous rechargez les nappes. Quand vous avez de la couleur plus chaude, c'est qu'on diminue. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que là où il pleut peu, il pleut encore moins, et là où il pleut déjà, il pleut plus, il pleura davantage. Ça veut dire que, au niveau de la ressource en eau, elle va augmenter au niveau des zones où il pleut, les zones équatoriales, et au niveau des pôles, mais par contre fortement diminuer au niveau des zones méditerranéennes et tropicales sèches. Si on s'intéresse aux événements extrêmes, les travaux du GIEC vous disent que si vous prenez les sécheresses, la fréquence des vagues de chaleur a augmenté dans nos régions, sur une grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie. Et les projections indiquent que la fréquence va continuer à augmenter, et l'intensité également de ces vagues de chaleur. Pour les épisodes de forte précipitation, elle a probablement augmenté dans les régions des latitudes moyennes comme les nôtres, et elle va continuer à augmenter, alors en fréquence le plus souvent et en intensité. Pour les tempêtes, les cyclones tropicaux, il y a beaucoup plus d'incertitudes, vous voyez, elle aurait probablement augmenté, et les projections indiquent que pour tout ce qui est tempête, cyclone, ouragan, c'est pas la fréquence qui va augmenter, c'est-à-dire le nombre, mais par contre ce qui devrait augmenter, c'est l'intensité. Un exemple pour les crues de rivière. Alors les crues de rivière qui sont liées bien évidemment aux précipitations extrêmes, mais qui sont liées aussi
à tout ce qui est occupation du sol et urbanisation croissante. Il y a une étude récente qui a travaillé alors en prenant en compte une urbanisation à la fois croissante et ce changement climatique, et qui dit que, vous voyez, pour un scénario, si on prend on va laisser tomber le plus 1,5 qui est finalement celui vers lequel on voudrait aller, mais malheureusement pour l'instant c'est pas le cas. Si vous prenez celui de plus 3, cette étude a calculé que les dommages liés au débordement des cours d'eau en Europe pourraient atteindre 17 milliards d'euros par an, plus de 145%. Et que le nombre de personnes affectées pourrait être globalement à peu près de 780 000 personnes par an. Si on s'intéresse maintenant à l'élévation du niveau des mers, l'élévation du niveau des mers, si vous prenez à la fois les données satellitaires, les mesures in situ, eh bien on est sur une élévation, allez, on va dire depuis 1901 à peu près de 20 cm. Les projections, là aussi, quel que soit le scénario, on est sur une élévation du niveau des mers entre 26 cm et 1 mètre. Et il y a des projections récentes qui vont même jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres. Et si je vous avais montré les chiffres du précédent rapport du GIEC, sur le précédent rapport du GIEC, 7 ans auparavant, le chiffre maximum, il était de 50 cm, voire 60, pas d'1 mètre. Donc on réévalue systématiquement à la hausse ces valeurs. Alors bien évidemment, les zones très exposées en lien avec l'élévation du niveau des mers, l'augmentation des événements extrêmes, que ce soit les tempêtes, les ouragans ou les crues de rivière littorales, c'est la zone côtière. En plus, comme vous le savez, la zone côtière, c'est une zone fortement impactée par l'homme. Et on considère que ces zones côtières, on les qualifie de zones multi-aléas et multi-risques. Multi-aléas, multi-risques parce que vous avez des inondations, comme je vous ai dit, qui peuvent être liées aux tempêtes, aux crues et les deux à la fois. Et bien évidemment un recul important du trait de côte. On estime qu'en Europe, on a quasiment 75% du trait de côte qui recule. Et des pollutions aussi. Et puis l'OCDE a fait un calcul des dommages qui sont liés à ces phénomènes sur la zone côtière. En 2005, ça a été estimé à 3 000 billions de dollars, c'est 5% du PIB. Et avec le changement climatique, en 2070, on multiplierait par 10. Si on s'intéresse, alors moi c'est un peu moins, je suis spécialiste, je suis plus à l'aise pour discuter climat, eau et littoral, mais voilà, la biodiversité bien évidemment. Alors les études menées par mes collègues sur la biodiversité disent qu'effectivement le réchauffement climatique n'était pas forcément au départ la première cause responsable de la perte de biodiversité, c'était notamment la réduction, le morcellement des habitats, mais les études montrent que ça va devenir vraiment la principale cause. Et quelles sont ses conséquences sur la biodiversité? C'est bien évidemment des conséquences sur la distribution des espèces et des conséquences, et avec des pertes de certaines espèces, et sur la phénologie des espèces. Alors j'ai mis Alors, la distribution des espèces, si on s'y intéresse, la distribution des espèces, ça veut dire quoi? Ça veut dire une modification des aires de répartition. Et quand on a dit ça, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que des espèces vont se déplacer. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Des espèces qui se déplacent, ça peut dire des espèces qui s'étendent, donc une extension, notamment les espèces invasives. Mais ça veut dire aussi pour d'autres de la diminution, voire de la disparition. Alors j'ai mis quelques exemples. Bien évidemment, l'exemple le plus marquant et le plus utilisé, c'est notamment les ours et les phoques polaires qui sont menacés d'extinction d'ici 20 ans. Autre espèce, par exemple, le guépier d'Europe, là, cet oiseau, qui est une espèce méridionale, à l'origine, elle niche désormais en Belgique. La chenille processionnaire du pin. La chenille processionnaire du pin qui peut dévaster les forêts de pin, on estime qu'elle progresse à peu près de 4 km par an. Les oies cendrées. Les oies cendrées, aujourd'hui, en 2011, 28 342 qui ont hiverné en France. En 68, il y en avait 10. Et puis un dernier exemple, il y en a tant d'autres. Ici, c'est cette fois-ci une projection sur l'anchois. L'anchois, actuellement, où est-ce qu'on en trouve
surtout sur les bords de la Méditerranée, ici et également dans la région Aquitaine. Vous voyez, en 2090, on en aurait sur les côtes bretonnes et sur nos côtes. Alors j'en arrive maintenant sur le thème principal de la conférence, hein, sur le changement climatique à l'échelle régionale et puis de la métropole, parce que sur la métropole Rouen-Normandie, on a aussi des informations. Alors j'ai mis un certain nombre, il y a beaucoup de projets, hein, il y a quand même un certain nombre de projets, des projets qui ont été réalisés dans le cadre du programme Sanaval, sur la Seine, sur le littoral normand-picard, des projets aussi sur les projections par l'ADREAL, l'agence de l'eau aussi, a fait des études, le projet LICO. Et puis moi je prendrai beaucoup pour tout ce qui est projection. Il y a eu un projet de RIAS par le ministère qui a permis d'avoir enfin des projections à l'échelle régionale qu'on n'avait pas il y a 7 ans. Hein. Et tout ceci... tous ces travaux ont été synthétisés. Alors on réalise dans le cadre du GIEC de la métropole, hein, que je préside, on réalise justement des fiches de synthèse de ces informations-là. Si on prend tout d'abord les températures de 70 à 2017, vous avez ici les stations de la métropole et puis les stations à proximité, parce qu'on a finalement pas beaucoup de stations dans la métropole. Vous voyez, on en a 3. Hein. Et puis d'autres stations à l'échelle normande. Eh bien, quelles que soient les stations que l'on prend à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la Normandie, vous voyez, les valeurs, elles sont toutes positives avec une fourchette de plus 1,2 à plus 2,2. On est au-dessus de la moyenne à l'échelle du globe. Hein. Et puis là, on part que à partir de 70. Hein. On peut regarder d'une autre façon. Ici, à l'échelle du territoire normand, c'est des indices où on va regarder les températures minimales la nuit et les températures maximales le jour. Là aussi, ça parle un peu d'elle-même, la figure. Vous voyez qu'à partir des années, souvent c'est mi-80, années 90, alors même s'il y a des fois quelques années un peu plus fraîches, on voit systématiquement qu'on est sur des tendances lourdes, avec des nuits finalement de plus en plus chaudes en annuel, hein, et sur des journées aussi en annuel plus chaudes. On peut regarder, bien évidemment, ça va se marquer sur la fréquence, l'occurrence des jours de chaleur. Là, plusieurs stations, Dieppe, Rouen-Beauce, Cherbourg, Caen. Vous voyez, si vous prenez la température supérieure à 20 degrés ou 25, systématiquement, on a de plus en plus de jours de chaleur. Les jours de froid et de gel, à l'inverse, les mêmes stations, si vous prenez 0 degré ou 5 degrés, systématiquement, on a une diminution des jours de gel. On peut regarder aussi d'une autre façon à l'échelle saisonnière. Là, c'est une station, la station de Dieppe. Alors, comment on regarde? Vous voyez ici, les traits horizontaux, c'est les normales. Hein. Et si on est en dessous, on est froid. Si on est au-dessus, on est plus chaud. Et puis, on va regarder, alors ça fluctue, mais vous voyez, il y a des tendances ici. Et vous voyez, là aussi, encore à partir au milieu des années 80-90, un peu moins pour l'hiver, mais sur toutes les saisons, on est systématiquement au-dessus de la normale. Les projections maintenant. Les projections issues des travaux du DRIAS, eh bien les projections sur les températures, vous avez donc notre fameux scénario ici qui est très optimiste mais peu réaliste, et puis le scénario le plus pessimiste. Et vous voyez que de toute façon on est en réchauffement, qui peut être compris entre plus 1 et plus 5 degrés Celsius. Un travail qui avait été fait avec les anciens scénarios, mais qui confirme la même chose, c'est pas plus ancien, mais c'était sur le bassin de la Seine. Et sur le bassin de la Seine, là aussi, on est en augmentation et on retrouvait les mêmes fourchettes. Ce qui était intéressant, c'était aussi les anomalies ici. Vous voyez, quel que soit le mois, on était au-dessus de zéro, ça veut dire quel que soit le mois, on va vers des mois plus chauds. Hein. Les précipitations, la pluviométrie, alors là c'est plus compliqué. Quand on regarde la pluviométrie, vous voyez on a des variations ici, comme ça on n'a pas vraiment de tendance. Ce qu'on voit c'est qu'on a des périodes sèches et puis qui alternent avec des périodes humides et on n'arrive pas à définir de tendance. On aurait quand même la tendance malgré tout à regarder qu'on a quand même un peu plus d'années sèches pendant des périodes longues qui vont jusqu'à 4 ans mais qui n'excèdent jamais 4 ans. Si on regarde les projections à l'horizon 2100,
Eh bien, vous voyez, alors c'est variable. On peut avoir, le scénario optimiste, il vous dit qu'on peut être sur une stabilité, voire un léger déficit. Le pessimiste, sur un déficit de 100 à 200 mm. Mais je vous rappelle que celui-là, il est peu réaliste. Donc on aurait tendance à penser que malgré tout, on va plutôt vers un déficit de pluie qui pourrait être compris entre 100 et 200 mm. La même chose, hein, même si c'est moins clair ici, mais quand on fait les tendances, ça avait été réalisé là aussi avec les anciens scénarios du GIEC sur le bassin de la Seine, où on allait, qui montrait qu'on allait systématiquement vers une diminution des précipitations en annuel, qui se marque avec une diminution bien évidemment surtout l'été. Par contre, les modèles, et là c'est vrai aussi toujours sur les modèles actuels, quand on regarde l'hiver chez nous, on n'a pas de réponse claire. Certains modèles vous disent que l'hiver, on va être plutôt stable, les précipitations vont peut-être un peu augmenter ou un peu diminuer. Donc là, c'est difficile de se faire une idée. Autre élément qu'on peut regarder, c'est neige et brouillard. Quand on regarde là aussi les stations, vous voyez systématiquement, quand on trace une tendance, même si c'est très bruité, les tendances sont significatives et on voit systématiquement une diminution du nombre de jours de neige et de brouillard. Deux exemples de canicules sur la métropole. La fameuse canicule là, de cet été. La canicule de cet été, si vous regardez les chiffres, elle a battu tous les records, elle a battu les records de 2003. Beauce a été enregistré à Beauce 41 degrés. Le précédent record, c'était 38 en août 2003. Ici, vous avez, de façon cartographique, un épisode caniculaire, qui n'est pas forcément le plus important, mais qui a existé le 19 juin 2017, et c'est des interprétations de clichés satellites et de satellites infrarouges. Vous voyez à quel point la métropole est touchée, et la ville de Rouen, quand on parle d'îlot de chaleur, je dirais, tout est rouge. Tout est chaud, et si on ne voit pas là, le rouge, c'est que quand on est en rouge, on est supérieur à 37 degrés. Donc c'est-à-dire, toutes ces zones-là, c'était des zones supérieures à 37 degrés, voire 40 degrés. Alors ce qu'on voit plutôt, c'est tout rouge, qu'un énorme îlot de chaleur, avec quelques îlots de fraîcheur un peu plus clairs à l'intérieur. Les projections indiquent qu'on va vers une augmentation du nombre de jours de canicule en Normandie. Actuellement, on est entre 0 et 10 jours par an. En 2100, on serait entre 10 et 30 jours. Et puis, l'élément important, la fameuse année 2003, ça marque, je pense, les esprits, cette année 2003, qui a été la plus chaude pour nous, mais pas forcément la plus chaude à l'échelle de la planète, en 2050, elle sera inférieure à la moyenne. Et vous voyez qu'elle a même... cet été a été plus chaud que 2003 en valeur absolue sur certaines journées. Les risques, bien évidemment, c'est des risques d'incendie accrus. Cet été, on a dénombré 299 feux de broussailles, 131 feux de récolte. Un risque accru, des risques sanitaires accrus. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des chaleurs torrides le jour, c'est synonyme bien évidemment de forte déshydratation, avec des populations très sensibles. Mais il ne faut pas oublier également que dans ces cas-là, on a des nuits étouffantes. Et quand on a des nuits étouffantes, on récupère peu. On a une récupération physiologique qui est limitée. Autre événement extrême, on a vu les canicules, on peut regarder aussi les précipitations extrêmes. Et là aussi, suivant les scénarios, vous voyez, on peut avoir une stabilité, voire jusqu'à une augmentation de plus 10%. Là encore, c'est peu réaliste. Donc on est plutôt sur une augmentation de plus 2 à plus 10% de ces événements extrêmes. Quand on parle d'événements extrêmes, pluie extrême, si on reste sur le même type d'occupation du sol, forcément, on va vers une augmentation des crues et des inondations. Les conséquences sur la ressource en eau, qui ont été donc sur les cours d'eau de surface, c'est notamment une élévation. Bien évidemment, si vous avez une élévation de la température atmosphérique, vous avez une élévation de la température de l'eau, que ce soit des fleuves ou de l'eau marine, et en moyenne, on est aux alentours de plus 2. Si on regarde les débits moyens annuels, ce qui est prévu, c'est une diminution des cours d'eau de 10 à 30%. Sur la Seine, il y avait un travail qui avait été fait, qui est un peu ancien, qu'il faudrait réactualiser.
on était sur moins 29%, plus ou moins 14%, et puis avec des débits qui quasiment diminuent en toute saison, alors pas forcément toujours suivant les modèles l'hiver, mais par contre un débit qui diminue systématiquement l'été. Si on regarde les nappes souterraines, eh bien, c'est une recharge moyenne annuelle des nappes qui serait en diminution. Alors les chiffres, ils peuvent être variables, hein, de moins 15 à moins 30%, une baisse en moyenne qui pourrait être 10 mètres, mais voilà, c'est une moyenne. Et puis là aussi, une étude qui avait été faite, qui date un peu, sur la recharge de la nappe de la Craie, hein, qui est notre principale ressource en eau potable, hein, eh bien, vous voyez une recharge qui diminuerait de moins 2700 millions de mètres cubes par an. Alors pour fixer les idées, c'est le même ordre de grandeur à peu près que les volumes qu'on prélève sur le bassin de la Seine. Autre élément, c'est qu'en est-il de... On a vu précédemment à l'échelle globale une élévation du niveau des mers. Qu'est-ce qu'il en est chez nous, en Normandie? Alors on n'a pas beaucoup de stations marégraphiques hein, pour regarder l'élévation du niveau des mers. En plus, des fois, il y a des trous. Mais n'empêche que quand on regarde Cherbourg, Le Havre et Dieppe, vous voyez, alors ça fluctue, mais quand on fait une tendance, toutes sont en élévation. On a bien une élévation du niveau des mers qui est en moyenne aux alentours de 2,2 plus ou moins 0,1 mm par an. Ça a des implications, bien évidemment, et ça aura des implications hein, dans l'avenir, bien évidemment, j'en ai parlé à l'échelle globale, mais nous aussi, hein, on est sur des zones multi-aléas, multi-risques. On ira vers une augmentation des inondations. Alors les inondations, il faut bien penser qu'il y a l'élévation du niveau des mers, mais pas seulement. Hein. Quand on a des inondations, il faut prendre en compte l'élévation du niveau des mers dans le cadre du changement climatique, mais également les phénomènes de grande marée hein, qui peuvent aggraver les choses, les submersions de tempêtes et les précipitations abondantes. Et on a vu que l'intensité des tempêtes va augmenter et que les précipitations abondantes en fréquence et en intensité vont augmenter. Un recul du trait de côte, hein, qui existe déjà, mais qui devrait s'accentuer. Éventuellement, mais les études, ça reste encore à prouver, à étudier sur la salinisation des aquifères côtiers. On peut penser qu'à partir du moment, l'écoulement de l'eau, si ma main ici est la nappe et celle-ci où il y a le micro, la mer, normalement cet écoulement se fait dans ce sens-là, d'accord ? Mais on a vu que la nappe diminue et que la mer s'élève. Donc à un moment donné, on peut penser avoir une inversion. Donc si vous voyez, on a cette inversion, ça veut dire qu'on va avoir un écoulement de la mer vers l'eau souterraine, et à ce moment-là, vous avez une salinisation des aquifères. Ça reste encore à étudier, mais on a plein de cas ailleurs. On a travaillé beaucoup au Maghreb. En Tunisie, dès que vous êtes sur le littoral, vous avez des salinités de l'eau souterraine qui, dans les années 60, était à 1 gramme par litre, qui est aujourd'hui à 22 grammes par litre. Voilà. Et puis, bien évidemment, sur les estuaires, hein, une modification aussi de la zonation des estuaires, sur la salinité et la température. Alors, je vous ai mis un exemple pour bien marquer les idées, ce que peut avoir l'effet d'une tempête sur notre littoral. J'ai pris la tempête Éléonore. Quand vous avez des ronds, comme ça, c'est que vous avez de l'érosion, sévère ou modérée. Quand vous avez des carrés bleus, franchissement, inondation. Regardez tout notre littoral. La tempête a touché tout le littoral, que ce soit en érosion ou en inondation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quel est le phénomène qui se produit? Quand vous avez une tempête, ça entraîne un phénomène de surcote, c'est-à-dire que votre eau gonfle. Vous avez un gonflement de l'eau, et le fait que vous avez ce gonflement de l'eau, plus des vagues plus importantes, les vagues qui ne passaient pas les digues, à un moment donné, vont passer les digues et aller inonder. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que, vous voyez ce niveau-là, à partir du moment où vous avez une élévation du niveau des mers, vous n'avez plus besoin d'une tempête extrême pour faire une submersion et une inondation. Une tempête moyenne va provoquer ça parce que le niveau de base, il est plus haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élévation du niveau marin plus l'augmentation de l'intensité des tempêtes, même si la fréquence des tempêtes n'augmente pas, ça entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des submersions par franchissement et inondation. Alors je vous ai mis un exemple par réalité virtuelle
donc c'est un travail, on a fait une modélisation sur une tempête en 90, hein, qui a entraîné une inondation dans une rue d'Étretat. Et il y a un labo, le laboratoire CIREP de l'université de Caen, qui a pris ces données et qui a, par réalité virtuelle, a fait une vidéo de l'inondation. Alors, on n'entend pas le bruit, mais parce qu'il normalement il y a. Bon, on va pas entendre. Parce qu'on entend le bruit de l'eau, mais normalement, mais c'est comme ça. Alors, en réalité virtuelle, vous pouvez voir ça en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous êtes dans la salle immersive, et l'avantage c'est que vous n'êtes pas mouillé. C'est que vous voyez la vague arriver sur vous, se passer autour, et puis vous la voyez derrière aussi continuer. Donc là, il y a la première vague qui est arrivée. Vous allez voir, il y a une deuxième vague qui arrive. Voilà, elle arrive. J'attire votre attention, c'est que cette inondation-là, c'est une inondation qui a eu lieu, une tempête qui a eu lieu, sans élévation du niveau des mers. C'est-à-dire que si on se projette avec les 1 mètre de plus, vous imaginez, donc on met 1 mètre plus haut. Hein. D'accord ? Oui, c'est-à-dire que nous, on a fait une modélisation de la submersion, c'est-à-dire du volume qui entre, et on a calculé les vitesses de propagation. Donc à partir de ce moment-là, le labo de la réalité virtuelle, ils sont allés avec des drones pour avoir en 3 dimensions la rue, et puis ils ont fait rentrer nos données, c'est-à-dire de volume qui entre, et avec la vitesse qu'on a calculée avec nos modèles. Plus Stéphane Costa avait qui est un Diepois, qui est un collègue qui travaille sur ces phénomènes, avait vécu ce moment-là et avait des niveaux repères, et voilà. Ici, c'est un travail là aussi qui date, hein, il faudrait réactualiser les choses, mais ça montre que quand on n'a pas réactualisé, c'est qu'on n'avait peut-être pas de financement pour faire ces études-là, à un moment donné, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc vous avez, donc à l'époque, hein, donc assez ancien, on avait pris 60 cm d'élévation du niveau des mers, qui était à l'époque le niveau le plus élevé. Là, je viens de vous dire qu'on est plutôt à 1 mètre, voire plus. Et puis on avait mis le 40 cm qui était une moyenne sur les surcotes. Voilà, donc on avait 1 mètre. Et puis, alors c'est une chose basique, hein, c'est-à-dire qu'on fait entrer 1 mètre sur une topographie. On est peut-être loin de la réalité, hein. Faut faire attention parce que ici on ne modélise pas toutes les interactions des stocks d'eau, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mer, au niveau du fleuve, si vous diminuez au niveau des nappes, donc à prendre avec beaucoup de précautions. Mais n'empêche, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment évoluent les zones en eau, donc ça c'est les zones en eau actuelles. Regardez bien ce coin-là, bien évidemment les zones basses, Marais Vernier pour ceux qui connaissent, la réserve de l'estuaire, tout ça c'est sous l'eau. Donc c'est intéressant parce que ça permet de se poser des questions. Les acteurs se posent des questions sur la restauration. Quelle restauration on fait sur la zonation de l'estuaire, sur les zones à protéger ou non. Il faut penser que les zones à protéger, il faudra protéger des zones, mais on ne peut peut-être pas tout protéger. Hein. C'est-à-dire que l'eau, quand elle rentre, vous voyez, si vous protégez le Havre, hein, on peut se dire on va protéger le Havre. Hein. Donc, ok, mais l'eau, elle rentre, donc à un moment donné, il faut qu'elle aille quelque part. Donc il faut accepter qu'il y ait une portion de territoire qui soit inondée. D'accord ? Donc ça permet d'amener cette réflexion-là, même si on est peut-être loin de la réalité. Alors j'ai pris quelques exemples aussi, mais il y en aurait aussi. Alors oui, aussi un point important, c'est que ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on a, ça c'était l'inondation par la mer, hein, mais actuellement on a des inondations plutôt par les crues de rivières, mais il y a un phénomène important, c'est que l'eau s'écoule comme ça, mais quand vous avez les grandes marées, ça bloque l'écoulement, d'accord ? Donc si on a en plus une élévation du niveau des mers, ça veut dire que ça aussi, ça bloque l'écoulement et que la grande marée plus l'élévation du niveau des mers fait que l'eau s'écoulera moins et qu'on va certainement vers plus aussi d'inondations. Donc ça, quelques exemples, hein, j'ai pris quelques exemples que j'ai trouvés, notamment c'est un travail de l'Observatoire des saisons qui vous dit que si vous prenez les martinets, les hirondelles, voilà, 10 jours plus tôt hein, pour leur migration,
La germination des plantes, là aussi, est beaucoup plus précoce. Si on prend l'exemple du lilas, il fleurit 1 mois plus tôt, hein, si on compare il y a 30 ans. J'ai pris aussi 2 exemples qu'on peut trouver dans la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, les rendements en blé tendre. Et on s'aperçoit que depuis la fin des années 90, on a un plafonnement des rendements. Et dans l'étude qui a été faite, il indique que le changement climatique a un rôle pour moitié de ce plafonnement, qui est lié bien évidemment au stress hydrique et thermique en fin de cycle cultural. En revanche, les rendements des betteraves, tout va bien pour la betterave industrielle. Vous voyez, on est passé de 60 à 90 tonnes, tout simplement, et là aussi, ils estiment dans cette étude que le climat et la température est lié pour moitié, puisque ça accélère la mise en place du bouquet foliaire sur les betteraves. Alors j'en arrive à la conclusion. Il y a encore quelques diapos quand même de conclusion, s'il y a des perspectives. Donc c'est la conclusion que j'emploie régulièrement dans mes conférences, c'est que vous avez vu que le changement climatique, voilà, ça a une réalité. On l'a vu dans l'augmentation des températures sur toute la planète et chez nous. On l'a vu à l'échelle globale, on a une augmentation du contraste des pluies suivant les zones, et puis nous on a vu qu'on irait plutôt vers un déficit et une augmentation des précipitations extrêmes. Et puis bien évidemment, ce changement climatique actuellement a eu et aura des conséquences très importantes sur le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques, quelle que soit l'échelle, l'échelle locale à l'échelle du globe. Je ne vous ai pas parlé des glaces, bien évidemment, de la diminution des glaciers. Je vous ai parlé sur les ressources en eau, l'impact sur les ressources en eau, sur l'élévation du niveau des mers, sur les inondations, très peu sur les espèces et la biodiversité, et encore moins sur les activités humaines et économiques et sur la santé. Un petit peu sur la santé. Alors, bien évidemment, l'urgence climatique, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Il nous reste très peu de temps pour réagir. Et les 2 maîtres mots, comme vous le savez, c'est l'atténuation et l'adaptation. Et ces mesures d'atténuation comme d'adaptation doivent être réfléchies à toutes les échelles, à l'échelle internationale jusqu'à l'échelle locale et du citoyen. Où en sommes-nous? La COP21, c'était limiter le réchauffement à 1,5 degré. On en est très très loin. Il faut savoir que si on veut atteindre ces 1,5 degrés, ne pas les dépasser plutôt, il faudrait en 2030 diminuer de 45% nos émissions et avoir un net zéro vers 2050. Donc on est plutôt vers du 2 degrés, voire du 2,5 degrés, voire 3 degrés. Limité à 1,5, c'est des changements sans précédent. C'est vraiment des changements sur la transition de tous nos systèmes, agriculture, ville, industrie, une forte baisse des émissions des gaz à effet de serre dans tous les secteurs, une augmentation des investissements dans les options bas carbone. On les évalue qu'il faudrait faire un effort multiplié par 5 d'ici 2050. 2050, on devrait avoir 50 à 80% l'électricité en renouvelable. Bien évidemment, une diminution très rapide de l'utilisation du charbon. Ça suppose de larges palettes de technologies et bien évidemment un changement des comportements. À l'échelle régionale, il existe des solutions. Alors des solutions, voilà, j'ai fini. Vous allez voir, il y a plein de solutions. Ce qui est important, vous les connaissez, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Ne prendre qu'une solution est catastrophique. Il y a une série de solutions. Bien évidemment, promouvoir davantage les énergies renouvelables. Et là aussi, ce n'est pas que le solaire, c'est l'ensemble, ou l'éolien, c'est l'ensemble des énergies renouvelables. On peut arriver, si on veut, à mettre en place dans une métropole, dans une ville comme la nôtre, éventuellement des quartiers autonomes en énergie. D'autres ont réussi. Si vous prenez le cas de Malmö en Suède, il y a des quartiers autonomes. La mobilité, bien évidemment, sur les plateformes notamment de covoiturage, le transport en commun, accessible au plus grand nombre, à un tarif raisonnable, voire la gratuité pour les personnes les plus défavorisées. Ça a un coût, mais il faut aller vers ça. Le vélo en ville, voilà. Rénovation du bâtiment public et privé, déjà le public devrait montrer l'exemple. Voilà. Réfléchir à la place de la nature en ville.
Bien évidemment, l'industrie, une agriculture raisonnée, plus propre, moins consommatrice d'énergie. Mais quand on a dit ça, c'est bien beau, mais il faut que ça s'appuie sur des technologies innovantes. Il existe des technologies innovantes, mais il faut encore innover. Et puis, il y a certaines technologies innovantes qui restent à l'état de brevet ou qui restent dans des tiroirs. Et puis, j'attire votre attention aussi sur la sobriété. Alors, j'ai mis sur les économies d'énergie, mais pas seulement, sur les économies, sur la ressource en eau, etc. J'ai indiqué aussi qu'attention, le terme sobriété fait peur. La sobriété n'est pas synonyme de privation. Il y a déjà des économies intelligentes à faire, sans se priver. L'adaptation, j'ai pris deux exemples. J'ai pris qu'un exemple, les zones à risque. Alors, je dirais, l'atténuation et l'adaptation sont souvent peuvent être mises en opposition. C'est pas en opposition. Si les mesures qu'on prend peuvent être à la fois atténuantes, servir à l'adaptation et à l'atténuation, c'est encore mieux. J'ai pris l'exemple parce que c'est des choses que je connais bien, les zones à risque. Les zones à risque, il y a trois questions simplement qui se posent. On surdimensionne nos ouvrages, on en a parlé, peut-être à certains endroits, mais pas partout. On laisse faire, on accepte les dommages éventuels. Et le dernier cas, c'est la relocalisation stratégique, le recul stratégique des populations. Mais évidemment, ça passe mal, le terme de relocalisation. Ce qui est important, c'est que ces solutions et ces mesures, il y en a un panel, elles doivent être partagées. Elles doivent être partagées par tous les acteurs de manière raisonnée et structurée, et avec une réflexion globale. Et l'échelle, comme par exemple l'échelle de la région est intéressante, l'échelle d'une métropole est intéressante pour structurer ces solutions. Et les solutions, il faut les regarder en fonction des différents contextes, les contextes locaux, et les adapter. Et puis elles ne doivent pas être perçues, parce que c'est souvent ça le problème, comme anxiogènes. L'adaptation au changement climatique, et je dirais la protection de l'environnement en général, finalement, elles doivent être intégrées dans un projet global de territoire qui intègre les risques et les innovations. Et pourquoi ? Pour essayer d'améliorer la qualité de la vie de tous et soutenir l'attractivité. Et il y a des contraintes, bien évidemment. Mais les projets doivent réfléchir aux contraintes et peut-être en faire une opportunité pour dynamiser le territoire ou redynamiser certaines portions de territoire qui ont pu être abandonnées. Alors, il y a des efforts à faire, bien évidemment, des efforts à consentir. Dans les efforts, voilà, si je suis là aussi, c'est que je pense que la communication est un effort important à mener, parce qu'il faut une prise de conscience des enjeux par tous les acteurs de la société et la population. Un territoire comme le nôtre, qui n'est pas encore trop impacté, je dirais, par le changement climatique, mais ça va le devenir, on peut percevoir quelquefois la population qui se dit « bon, ok, le GIEC, le changement climatique, c'est quelque chose de très très loin, c'est global ». Donc c'est important aussi, voilà, de communiquer, de montrer qu'on a des chiffres, on a le changement climatique qui touche notre territoire. Alors clairement, il y a un besoin de concertation et de structuration entre les acteurs, les collectivités, à l'échelle régionale, à l'échelle d'une métropole. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a plein d'initiatives qui existent, mais on ne les connaît pas. Forcément, on en connaît certaines, d'autres pas. Donc on a besoin de connaître ces initiatives, qu'elles soient par les collectivités, les associations, la recherche, l'éducation, les industries, le monde agricole. Et quand je dis connaître ces initiatives, les initiatives, ça peut être des échecs, mais on apprend de nos échecs. Donc on doit essayer de structurer, comprendre toutes les initiatives, et qu'elles soient échecs ou des réussites, pour pouvoir les transposer et les adapter à notre territoire. Et puis, bien évidemment, je suis professeur d'université, j'insisterai par besoin d'un socle scientifique solide. Tout simplement pourquoi ? Quand on parle d'adaptation, c'est une adaptation à quoi ? Quand on a des données comme ça, on peut réfléchir à l'adaptation. Je prends les premiers plans climat des collectivités. On devait faire de l'adaptation, on n'avait pas de chiffres. On ne savait pas s'adapter à quoi, donc on prenait les chiffres à l'échelle globale qui ne sont pas forcément adaptés à notre territoire. Donc,
La connaissance scientifique, c'est la base, hein, qui doit servir à la formation, on doit former, et à la prise de conscience de chacun, et ça nous aidera à essayer de prendre les bonnes mesures. Hein. Et puis, j'insisterai notamment sur l'initiative de la métropole de Rouen, hein, avec cette fameuse COP21. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple de ce qui peut être mené à l'échelle d'une métropole, mais qui devrait être mené aussi à l'échelle de la régionale. Hein. Pourquoi c'est un bon exemple? Alors, il faut que ça perdure. Alors, ça aussi, les enjeux, c'est pas qu'il ne faut pas que ce soit un coup dans l'eau et que ça s'arrête, il faut que ça perdure. Et puis, c'est une bonne démarche parce qu'il y a des engagements forts. Alors après, les engagements, il faut voir s'ils sont tenus, bien évidemment. Et puis, ces engagements aussi, ça s'appuie sur une approche scientifique et puis pas qu'une discipline où on croise. Hein. Travailler sur un thème, ça n'a pas de sens. On peut, mais à un moment donné, il faut croiser les choses. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je voudrais poser une question, parce que vous êtes scientifique et j'aurais voulu savoir quel est votre point de vue vis-à-vis des énergies nucléaires. Est-ce que pour vous c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, ou au contraire, est-ce que ça fait partie de la solution? Je me doutais que vous aurez quelques questions un peu délicates à traiter. Le problème, c'est qu'il y a je pense qu'à un moment donné, il faut certainement se passer de nucléaire, mais on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on a besoin d'énergie. Et il faut qu'on ait suffisamment d'énergie renouvelable et trouver peut-être des innovations pour pouvoir se passer du nucléaire. Voilà. C'est un réel problème de la France, hein, voilà, parce qu'on a, on a placé pas mal on s'est tourné beaucoup vers le nucléaire pour l'énergie, et puis finalement le nucléaire et puis le pétrole. Le pétrole, c'est aussi un problème. Donc la solution, c'est vraiment de réfléchir. Quand je parlais d'innovation, je prendrai un exemple, hein, l'hydrogène. Parce que les énergies renouvelables ont un problème, c'est comment on stocke l'électricité quand on a un surplus. Moi, je pense que les galettes d'hydrogène, hein, pour le stockage, ça peut être un bon moyen. Mais il n'y a pas qu'une solution. Et parler d'éoliennes et tout ça, il y a un problème aussi pour l'environnement. Vous voyez, c'est que le gros souci, c'est que que ce soit des énergies renouvelables, fossiles, il y a systématiquement des problèmes. C'est pour ça qu'il faut réfléchir plutôt à un panel et puis sortir du nucléaire quand on pourra produire suffisamment d'électricité, quoi. Voilà. Honnêtement, je pense que si on dit stop tout de suite, voilà, il y aura un problème, clairement. Voilà. Donc il faut être raisonnable, voilà, mais ça suppose aussi être je pense, plus innovant qu'on l'est. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas alors il y a un lobby aussi au niveau des voitures, hein, tout ce qui est automobile. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir des automobiles où on a une autonomie qu'on peut faire 1000 km. Quand vous avez une voiture électrique, moi je me suis renseigné pour en acheter une, au bout de 200 km, vous tombez en panne, quoi. Voilà, donc c'est un problème. Et je pense que la technologie est en retard. La technologie est en retard. Voilà, on n'a pas su prendre le virage, il faut le prendre maintenant. Et on a vraiment à se retrousser les manches, quoi, pour trouver des solutions vraiment innovantes. Par rapport à la COP21 de la métropole, Ouais. qu'est-ce qu'ils annoncent au niveau de l'énergie renouvelable? J'ai cru entendre parler de beaucoup d'énergie renouvelable en biomasse. Oui. C'est une proportion très très importante. Est-ce qu'il y a eu un rapport sur l'impact que ça va représenter au niveau de la forêt, de la gestion de la forêt, et après de toute l'absorption d'oxygène? Alors, je suis d'accord avec vous, mais je vais avoir du mal à me prononcer aussi, parce que
on a décidé, nous, GIEC local, voilà, de faire des constats, des bilans et de ne pas nous positionner. On n'est pas là pour évaluer la politique de la métropole. Voilà, on n'est pas là pour évaluer la politique de métropole. Nous, on est là pour dire, voilà, on part de ce constat-là. Voilà les mesures d'atténuation, d'adaptation qu'il faudrait prendre. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de les mettre en place ou pas. Voilà. La biomasse, moi personnellement, c'est intéressant, mais effectivement, comme vous l'avez dit, pas trop non plus. Si on fait que ça, on court aussi à la catastrophe. Voilà. Mais je dirais, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se poser la question pour toutes les énergies renouvelables. Les batteries électriques de voitures, ça pose un problème. Hein, vous voyez? Donc là aussi, il faut trouver... le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Voilà, il faut trouver des solutions le plus respectueuses de l'environnement, mais pas tout mettre dans la même, parce que ça devient... à ce moment-là, on n'est plus du tout respectueux de l'environnement. Oui, pardon. Là, sur la question, je pourrais répondre, puisqu'au niveau du parc naturel régional du Boucle de la Seine-Normande, on a monté un projet qui s'appelle Arbre et qui comprend la métropole, mais qui comprend aussi la communauté urbaine du Havre, ainsi que la communauté d'agglomération Pau-Vallée de Seine, pour justement prendre en compte tous les besoins d'énergie, en biomasse uniquement, et de voir par rapport à notre tissu forestier et à notre bocage, comment on pourrait faire pour mobiliser plus tout en préservant l'environnement. Puisque c'est l'équation dans laquelle on doit faire. Alors la première surprise qu'on a eue, c'est qu'il faut savoir qu'on a 7000 hectares de forêt qui ne sont pas gérés. Du tout. Je peux vous donner le nom d'une commune qui a 20 hectares, aucun plan de gestion. Donc ils ont 20 hectares où ils font un peu d'exploitation, mais minière, sans concertation et sans le faire correctement. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'hectares qui peuvent être gérés correctement, pas tous, parce que là où je vous rejoins, si on est dans des zones humides, parce qu'on a des bois alluviaux, il ne faut surtout pas aller taper dedans. Si on a des milieux très fragiles, il ne faut pas aller les exploiter non plus, parce qu'on tasserait les sols et on rendrait le milieu impropre au niveau de la nature. Ce qu'on a identifié quand même, c'est que sur ces 7000 hectares, on a 1500 hectares qu'on peut remobiliser sans, j'allais dire, drames environnementaux. Et sur ces 1500 hectares, on a déjà plusieurs expériences où on va couper peu de forêt, j'allais dire c'est du bois qui s'est développé comme ça, pour refaire de la sylviculture avec des espèces locales et en donnant donc diversité des espèces, c'est-à-dire de ne pas replanter en monoculture et de replanter avec 7-10 espèces à l'hectare, de telle manière à reconstituer des tissus forestiers, mais pour l'avenir. Et à partir de là, on s'aperçoit que si on fait cette remobilisation, on est en capacité d'approvisionner la totalité de nos grandes chaufferies collectives sans aller taper, j'allais dire, en surexploitation notamment. Donc c'est tout ce travail qui est là, et puis d'autre part, il y a un travail aussi, c'est tout le bocage forestier qui à l'heure actuelle n'a aucune vocation énergétique. Ce qu'on appelle le bocage forestier, c'est toutes les haies, tous les clos masures, les gens les exploitent pas, ils ne savent pas comment les exploiter, et donc on peut leur apporter, et on a plusieurs expériences où on leur apporte du conseil pour qu'ils l'exploitent, pour que ce soit transformé en bois énergie, et que ça et puis de replanter. Ce qui est très important, c'est de replanter avec des espèces locales, en faisant attention à une chose, c'est qu'il y a des espèces locales qu'on ne peut plus replanter. Par exemple, les clos masures en hêtre, eh bien, on diversifie avec du châtaignier, avec du chêne, parce qu'on sait que le hêtre, à terme, aura des problèmes par rapport aux tempêtes. Et puis, d'autre part, il souffre de sécheresse de plus en plus. Excusez-moi d'avoir fait une assurance. Mais c'est très intéressant. Merci. Bonsoir. J'espère que la question est assez claire. Je vous dirai. C'est complètement.
Vas-y. Vous avez terminé votre conférence très intéressante sur le fait qu'on était en retard au niveau des technologies ou des innovations technologiques. Et comment dire, si j'ai bien compris, il faut faire un changement assez radical ou assez important, rapide, parce que c'est une histoire de changement climatique qui va se mettre en place dans 20 ans. Le changement climatique, il est déjà là, mais ça s'accélère. On a 20 ans pour... Voilà, on a à peu près ça, mais ça dépend où on est. Hein. Ça dépend où on se situe. Hein. Quand vous êtes au Sahel ou en Méditerranée, on n'est pas sur l'échelle de 20 ans. Quand on est chez nous, peut-être, ça dépend des endroits, hein, bien évidemment. Et puis, plus tôt on réagit, mieux c'est, parce qu'en plus, même si on prenait, il faut bien comprendre que même si on prenait des mesures radicales, le changement climatique, c'est quelque chose qui a une grande inertie. Hein. Par exemple, si vous prenez la fonte des glaciers, même si là, tout de suite, là, on prend une décision pour récupérer la glace, il y a certains endroits où on ne la récupérera pas, et il y a certains endroits où il faut 200, 300 ans. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il est urgent d'agir, parce que... Et puis après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il y a certains phénomènes qui peuvent s'accélérer. En Sibérie, la fonte des pergélisols, vous savez que quand on fait nos modèles, on n'intègre pas qu'il va y avoir une augmentation d'un seul coup très forte du méthane qui est renfermé dans les pergélisols. Et le méthane, en termes d'effet de serre, c'est 30 fois supérieur au CO2. Hein. Vous avez clôturé en gros la conférence, c'est comme ça que je l'ai entendu, sur en gros la technologie peut nous sauver. Il y a deux choses. Hein. Il n'y a pas que la technologie, il y a la technologie et la sobriété. C'est pour ça que je dis le mot sobriété. Hein. Vous voyez, j'ai mis les possibles, et ça c'est la technologie, l'innovation. Mais si on n'a que la technologie et l'innovation, ça ne marche pas. Il faut aussi de la sobriété. Hein. Même avec les renouvelables et tout ça, non, ça ne marchera pas. Il faut de la sobriété. Ouais. D'accord. Parce que du coup, ce qui me gêne dans le côté technologie-innovation, c'est que pour moi, c'est d'imaginaire en fait. Non, il y a déjà des choses. Alors quand je dis la technologie, il y a des choses qui sont... Il y a des choses très concrètes, mais qui restent à l'état de brevet, qui ne passent pas à l'échelle industrielle. Il y a des, voilà, vous voyez, il y a des choses concrètes, mais qui ne voient pas le jour. Il y a des choses qui voient le jour, mais qui périclitent. Mais tout n'est pas sur la technologie et les innovations. On est bien d'accord, s'il n'y a pas de sobriété, ça ne marche pas. Bonsoir et merci. Je vais aller justement revenir sur cette sobriété. Effectivement, pour moi, c'était le mot le plus important de cette liste. On voit que... la prochaine fois, je la mettrai plus gros, voilà, sur mes prochaines présentations. Mais en fait, c'est un mot qui englobe énormément de choses. Ah oui, bien sûr. Qui passe obligatoirement par un changement de modèle, qui est la seule solution viable. Effectivement, on ne va pas remplacer toute l'énergie qu'on consomme en pétrole par de l'énergie électrique. C'est tout simplement pas possible, c'est pas souhaitable. Hier soir, il y avait une conférence ici même dans laquelle une diapositive a été montrée sur les dates réelles des pics de toutes les énergies, le gaz, le pétrole, etc. On a passé déjà pour certaines ressources les pics. Pour certains autres, on est tout près. On parle de la biomasse. Juste une toute petite aparté, quand on parle de l'Amazon, en ce moment, on dit que quand bien même on replantait tout ce qui est détruit actuellement en Amazonie, ce ne serait pas du tout la même captation de CO2, parce que ce sont les forêts primaires qui captent le mieux. Alors si on replante, quelques milliers d'hectares ou quelques centaines d'hectares en Normandie ou le long de la Seine sont non exploités, peut-être qu'ils fonctionnent quasiment comme des forêts primaires. Conservons-en quand même, et si une partie peut être exploitée respectueusement, tant mieux, mais la biomasse ne remplacera pas non plus les c'est pour ça que, bien sûr, pétrolifères qu'on brûle actuellement à des niveaux absolument hallucinants. Donc, sobriété, et donc, c'est une révolution, en fait, ce qu'il faut qu'on mène dans toutes les pratiques,
qui sont les nôtres depuis une centaine d'années. Même au-delà, je dirais. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi j'avais une petite question, c'est vrai que moi j'étais en charge de l'élaboration d'un plan climat justement, et un retour, quelque chose qui me questionne beaucoup, ou qui m'a questionné à l'époque, c'était qu'en fait on avait deux volets, comme vous disiez, un volet atténuation qui était relativement fourni, c'est-à-dire qu'on avait des mesures à la fois pour rénover le bâti ancien, des mesures en termes de mobilité, etc. Et on avait le parent pauvre en fait de ce plan climat. Qui est toujours, hein. Qui l'est toujours, je suppose, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui était l'adaptation. Bon, quand on voit toutes les prévisions, les votes sont très intéressants d'ailleurs au niveau local, parce que moi à l'époque, j'avais pas toutes ces données-là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, on parlait d'adaptation sur les premiers plans climat sans avoir aucun chiffre. Donc voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Et si vous voulez, moi la sensation que j'ai, alors je suis pas un spécialiste sur toute cette question qui est complètement, qui est très très prenante et très dure à cerner sur tous les aspects, mais j'ai quand même l'impression que dans tous les cas, on va peu ou prou vers une augmentation de manière assez importante de la température à l'échelle de la planète et à l'échelle régionale, et que en fait au final on a un temps de retard sur ces plans climat, c'est-à-dire que ces plans climat ont un temps de retard, c'est-à-dire qu'on cherche à atténuer, on cherche à réduire, il faut le faire, il faut le faire, on essaye. La sobriété c'est une très très bonne chose, moi il n'y a pas de souci, il faut qu'on le fasse. Après, l'adaptation, moi je pense que c'est là où il faut mettre les moyens et c'est là où il faut vraiment essayer de... Alors, l'adaptation, ça peut prendre différentes formes, mais ça peut prendre des formes agraires, ça peut prendre des formes... Et je pense qu'il y a vraiment, à travers l'adaptation, des réflexions assez profondes en termes de société, en termes de schéma de développement qu'on veut aussi, qu'il faut aborder et qui serait bon justement qu'on aborde à travers ces plans climat, parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on cherche à limiter les émissions de gaz à effet de serre. En fait, au final, on reste toujours dans les mêmes paradigmes. Et au final, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas. Et le changement climatique, il arrive, comme vous disiez. Oui, il est là. Les glaciers, les glaciers fondent. Et on va se retrouver quand même dans une situation un peu complexe à gérer, quoi. Donc l'adaptation, pour moi, c'est là où il faut... pas forcément mettre tous les moyens, mais en tout cas bien y réfléchir. Il faut travailler sur les deux, oui, et pas les mettre en opposition. En termes de prospective, ça peut être intéressant quand même d'avoir ça, notamment sur les plans climat, les PLI et autres. Mais c'est pas forcément en opposition, parce que des mesures, justement, c'est là où il faut bien réfléchir, parce qu'on les oppose souvent. Et comme je disais, à un moment donné, les mesures d'adaptation peuvent être aussi des mesures d'atténuation. Quand vous travaillez sur l'urbanisme, les îlots de chaleur, vous faites en sorte, notamment sur la rénovation du bâtiment, vous allez travailler pour mieux isoler, donc pour avoir moins perte d'énergie, mais vous pouvez aussi travailler les matériaux pour ne pas être en situation d'îlot de chaleur. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, vous voyez, et c'est là que ça devient intéressant, je pense, que quand on arrive sur certaines mesures, pas forcément toutes, mais à lier les deux. Voilà. Et là, je vous rejoins pleinement, parce que il faut travailler sur l'atténuation, ça, il n'y a aucun doute, pour essayer, parce que vous voyez, un réchauffement à 1,5, à 2, notamment dans notre région, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que si vous êtes à 5 ou 6, voilà, notamment en termes de ressources en eau, et donc en termes d'adaptation derrière, c'est-à-dire que les efforts d'adaptation seront plus forts ou plus importants ou moins importants. Donc, mais l'adaptation, effectivement, ça reste encore toujours le parent pauvre. Je suis allé au mois de juin à une grande messe du ministère sur un rapport sur l'adaptation. Je n'ai pas appris énormément de choses. Et puis surtout, ce qui a été dit, par contre, les personnes ont été très honnêtes en disant notre problème, c'est que voilà, il y a les mesures là qu'on propose, mais il n'y a aucun lien, ou très peu de lien, avec les collectivités, c'est-à-dire qu'il y a les initiatives, par exemple, on ne sait pas trop ce qui est fait. Donc nous, on a fait notre plan un peu d'adaptation au niveau national, mais sans suffisamment de concertation avec les collectivités. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de travail, notamment sur l'adaptation. Je vous rejoins.
Vous avez montré à un moment donné une simulation de la montée des eaux au niveau du Havre. Est-ce qu'il y a des études correspondantes à peu près sur l'ensemble de la région pour éclairer nos élus sur ce qui va devenir des zones inondables? Oui, le problème, si vous voulez, c'est que pour faire ces études-là, il nous faut des données. Et vous voyez, ce que je vous ai montré, c'est que sur nos côtes, on a 3 marégraphes. Un à Cherbourg, un à Le Havre, un à Dieppe. Et je peux vous dire que celui de Dieppe, il ne fonctionne pas très bien. Des fois, il a des seuils. On a trouvé des choses un peu bizarres sur celui de Dieppe. On se demande même s'il n'y a pas un souci où il a été mis, si ça s'enfonce, vous voyez, donc la fiabilité. Donc ça veut dire que quand on travaille, il faut aussi des données. Vous voyez, et notre souci qu'on a, clairement sur l'élévation du niveau des mers, on a un souci. On a les valeurs de ces 3 marégraphes, et qu'est-ce qu'on met en termes de projection? Est-ce qu'on prend les valeurs faibles, ce qu'on observe? Est-ce qu'on met 50 cm, on met 1 mètre? Il faut faire plusieurs scénarios, bien évidemment, mais là, c'est un souci. C'est un souci parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Alors, il y a les données satellitaires. Et les données satellitaires, moi, je travaille avec le CNES et la NASA, donc le problème, c'est que les satellites altimètres qui mesurent les hauteurs d'eau, ça marche bien quand on est dans les océans, mais quand on s'approche de la côte, ça marche beaucoup moins bien. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'en développer un pour avoir des données. On a un souci, effectivement. Oui. Bonsoir. Et puis je voulais compléter. Alors effectivement, j'ai été à un moment donné membre de la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale. Et j'ai été étonné parfois sur les PLU, des communes littorales, où effectivement il y avait des PLU qui intégraient les niveaux des plus hautes eaux, mais des niveaux des plus hautes eaux actuels, sans parler de changement climatique et d'élévation du niveau des mers. Alors vous verrez que, moi, quand j'avais le dossier sous les mains, j'ai dit, là, il y a un souci, il faudra peut-être un peu revoir sa copie, même si on a des incertitudes sur l'élévation, par principe de précaution, vous prenez 1 mètre et vous regardez, quand vous mettez le 1 mètre, où sont les zones inondables, sans parler du recul et tout ça, qu'on ne maîtrise pas. Alors, la région a fait des efforts, c'est qu'elle a financé quand même, je dirais, sur les études sur le changement climatique. Il y a eu pas mal de financements nationaux ANR. Nous, on est tout un groupe avec des collègues géographes, notamment Stéphane Costa, où on a eu des études pour travailler là-dessus. Et pour travailler justement sur aussi aller présenter les travaux aux élus pour discuter de la relocalisation des populations. Là, c'est très tendu. Mais bon. Oui, excusez-moi. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore parlé des financements. Et moi, je voulais savoir un peu quel est votre avis sur la fiscalité écologique, l'écotaxe, la taxe carbone, et les montants à peu près, un ordre de grandeur des montants qu'il faudrait. Je vais vous frustrer, je ne suis pas spécialiste, donc je suis incapable de vous répondre. Faut vraiment. C'est pour ça que d'ailleurs, je pourrais peut-être vous répondre l'année prochaine, je suis désolé, mais parce que justement dans le cadre de notre GIEC local de la métropole, il y a des économistes. Parce que justement, dans les études, souvent ça manque cette relation avec les économistes pour qu'ils nous chiffrent les choses. Voilà. Et là, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas encore écrit, il y a tout un travail à faire sur l'économie, et puis je ne suis pas spécialiste. Voilà. J'espère qu'on sortira des chiffres. Moi, je peux apporter un commentaire. En tout cas. Non, en tant que citoyen, je peux répondre, mais je voulais répondre en tant que scientifique. Voilà. Moi, je veux bien apporter un commentaire. La première chose, c'est qu'il y a des études économiques sur l'adaptation au changement climatique, et ce qui est prouvé, c'est que l'adaptation, ça coûte moins cher que de ne rien faire, et que d'attendre d'avoir à gérer les catastrophes. Et cette réflexion-là, on la connaît déjà, notamment sur les aspects risques, inondations, dont parlait M. Lignel. C'est des choses qui ont déjà été mises en œuvre, notamment dans notre région, avec toutes les actions de prévention plutôt qu'uniquement de protection. Donc on peut le décliner aussi sur les aspects adaptation. Et sans parler de l'écotaxe précisément, il y a une taxe affectée en France, c'est une taxe sur l'eau. Donc des prélèvements qui se font sur les factures d'eau et qui servent à financer des projets. Et les nouveaux programmes d'aide aux collectivités, aux acteurs économiques pour préserver la ressource en eau et l'environnement, on s'est mis en logique d'adaptation au changement climatique de manière justement à renforcer le préventif par rapport au curatif,
à aider les élus à anticiper, et quand ils font des plans d'aménagement ou de gestion de la ressource, à regarder à 50 ans en intégrant toutes les données scientifiques qui sont maintenant à notre disposition. Donc voilà, c'est aussi une réflexion que tous les acteurs doivent avoir collectivement à l'échelle des territoires. Et c'est pas si facile que ça de faire bouger les élus, mais ça commence. La métropole là, vient de mettre son PLUI à l'enquête publique. Alors la PLUI c'est un document important hein, parce que c'est ce qui organise l'urbanisme à l'horizon de 10 ans et les 15 ans à venir. Les fameux 15 ans dont vous parliez et dont vous disiez qu'ils étaient déterminants pour impulser un changement majeur. Donc j'aimerais savoir si le GIEC a été associé à ces travaux sur le PLUI de la métropole, s'il y a eu un travail de prospectif qui a été mené dans le cadre du PLUI, avec vous notamment. Vous nous avez montré des diapos avec des épisodes de canicule où on voit que la rive gauche quand même est lourdement frappée par ces épisodes. Enfin tout Rouen, hein, mais la rive gauche en particulier. Il va y avoir donc des épisodes d'inondation sans doute à venir plus fréquentes et plus intenses en tout cas. Des épisodes de sécheresse aussi sur la Seine avec un débit d'étiage moindre, donc des problèmes d'approvisionnement en eau. Tout ça, à mon avis, devrait quand même conduire à remettre un peu en question le mode d'organisation de la métropole, son fonctionnement, etc. Est-ce que vous avez été associé ou pas et voilà. Alors, bon déjà, je suis plus à la MRAE, donc j'ai pas vu le PLUI, voilà, parce que j'ai démissionné. Ensuite, le problème c'est que le PLUI, il a été monté, et nous, le GIEC local, c'est très récent, hein, on a 1 an et demi. Donc 1 an et demi, presque 2 ans, et si vous voulez, non, on n'a pas été associé pour l'instant, parce que ça s'est fait même avant, on travaille bien en amont, hein, et j'espère qu'à un moment donné, mais le problème de PLUI, il va sortir, et puis c'est prescriptif quand ça sort, donc, mais non, on n'a pas été associé, parce que nous, on avait déjà, vous voyez, tout ce travail-là de synthèse à faire, et c'est un peu le problème, c'est qu'on n'est pas dans le bon phasage. Vous vouliez réagir tout à l'heure? Ouais. Moi, je voulais réagir. Sur la vallée de Seine, il faut savoir que grâce au financement, notamment de l'Agence de l'eau et de l'État, on a une situation très précise de l'altimétrie, puisqu'il y a une étude qui a été faite de l'ensemble des fossés, boucle par boucle, hein, au niveau du parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande, ce qui permet d'avoir l'existant. Et d'autre part, je peux par exemple vous dire que dans le Marais-Vernier, la minéralisation de la tourbe, puisque quand la tourbe n'est pas mouillée, elle se minéralise, on a une diminution de 18 cm de l'altimétrie. Donc ça, c'est des données claires qui sont à disposition de tout le monde. Donc il suffit après de faire un modèle et de mettre de l'eau et de s'apercevoir qu'effectivement, si on a des submersions marines ou par la Seine, hein, puisque les submersions, elles viennent jusqu'à la Bouille, hein, donc il n'y a pas de problème, voire à Rouen, puisqu'on a des quais qui peuvent être inondés. Donc j'allais dire que là, on a toutes les données de base. Et ça me semble important de le rappeler, parce que sans ces études de fossés, etc., on aurait des soucis. Autre élément qui me semble important de rappeler, c'est que sur le PLUI, effectivement de Rouen, mais globalement sur les PLUI qui sont sur la vallée de Seine, le problème c'est que les élus ont voulu faire très vite pour le faire avant les élections municipales, et que de ce fait, Yvetot s'est fait retoquer son PLUI. Donc il a été resoumis en avis au bureau du parc lundi, et comme ils ont voulu le refaire, la deuxième mouture très vite, ils n'ont pas repris certains éléments. Et ça, c'est dommage. Sur le PLUI de la métropole, nous, le parc, on a fait de nombreuses réserves, dans le sens où les PLU des communes qui étaient du parc étaient beaucoup plus forts en termes de protection de l'environnement que ne l'est le PLUI de la métropole. Comme ils ont voulu homogénéiser, eh bien, ceux qui étaient les plus vertueux se retrouvent avec un PLUI qui est moins protecteur que ce qu'ils avaient avant, ce qui pose toujours des problèmes. Et puis en tant qu'économiste, puisque je suis agrégeur d'économie, je peux quand même dire une chose sur les taxes écologiques, c'est que la France est bon dernier en niveau de taxes sur l'environnement par rapport aux pays européens les plus développés. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que notre taxation écologique est très faible. Par contre,
il y a quand même une chose qu'il faut signaler, c'est qu'il y a la taxe GEMAPI. Donc il faut savoir que le législateur a donné la possibilité aux EPCI de mettre une taxe GEMAPI. GEMAPI, ça veut dire la gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations, qui permet effectivement, pour les EPCI qui le mettent en place, de percevoir des revenus et de pouvoir abonder certains projets. Alors, le problème, c'est qu'ils sont assez frileux pour le mettre en place, ou ils le mettent en place à des niveaux très faibles. Et puis, il faudrait vérifier que quand ils le mettent en place, ils n'utilisent pas l'argent pour autre chose que ce que c'est fait, c'est-à-dire pour la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Parce qu'effectivement, on a besoin, par exemple, si on prend le Marais Vernier, nous, on souhaite lancer une étude très complète qui s'appelle IMAVER, pour justement connaître complètement l'impluvium de cette zone-là et de voir comment on peut reconstruire des modèles en tenant compte, bien entendu, des évolutions qui nous sont apportées par le sol. Voilà. Excusez-moi, je voulais réagir sur les données. Quand je parlais des données altimétriques, je ne parlais pas des données altimétriques, qu'on soit bien d'accord, en Seine, c'est en mer, c'est-à-dire sur les niveaux en mer. Là, par contre, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Nous, on a un réseau de déshonnêtes. Oui, je sais. Oui. Oui, rebonjour. En fait, dans les causes du réchauffement que vous nous avez données, vous avez parlé donc de 4 causes principales, de mémoire, l'effet de serre, l'astronomique, tout ce qui est astronomique, l'albédo et les émissions volcaniques. Oui. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que la fonte de l'Arctique avait mis à jour une sorte de chaîne de volcans et que, on va dire schématiquement, ces volcans qui étaient sous une grosse couche de glace, le fait qu'ils soient au fur et à mesure à découvert, ça pouvait avoir un impact sur leur vie. En gros, ça pouvait les réveiller ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vu ça sur un documentaire. Du coup, la question que je vous pose, c'est par rapport aux prédictions que vous nous avez données, est-ce qu'il y a la prise en compte de l'effet, malheureusement, le cercle vicieux de ces 4 causes de réchauffement climatique? Parce qu'on sait que du coup l'effet de serre, ça a aussi un impact sur pas mal de choses comme l'absorption, le réfléchissement par exemple. Est-ce que dans ces prédictions il y a ça qui rentre en compte ou pas? Oui. J'ai mis qu'une diapo sur les origines parce qu'on j'aurais pu faire plus long avec mes étudiants. On fait toutes les origines dans le détail. Alors la question sur les volcans et la fonte des glaces, je suis assez sceptique. Je suis géologue de formation, donc les volcans je connais un petit peu. Pour que un volcan se réveille, il y a plein de facteurs et bon, je suis un peu sceptique. Voilà. Et en tous les cas, il peut se réveiller, mais il y a d'autres facteurs. Il faut qu'il y ait une cheminée, ça vient du dessous, quoi, voilà, et du magma qui est dessous avant tout. Oui, alors c'est intéressant, c'est notamment il y a une boucle comme ça dont vous avez parlé, c'est lié à l'albédo. Alors l'albédo, c'est que le problème en ce moment, c'est que vous avez un phénomène qui s'auto-entretient. C'est dommage, j'ai pas la diapo parce que c'est plus facile avec j'ai un petit schéma qui explique les choses. C'est que normalement, si vous augmentez la glace, vous avez plus, donc la glace va renvoyer davantage les rayonnements du soleil. Donc si vous avez plus de glace, vous refroidissez. Et là, notre problème, c'est qu'avec l'effet de serre et le réchauffement, on perd de la glace. Donc si on perd de la glace, on absorbe plus les rayonnements et on réfléchit moins. Vous voyez ? Et on a un système qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que ça réchauffe, on a moins de glace, donc on a moins de glace, donc on absorbe plus, donc ça réchauffe, et donc on a moins de glace encore. Vous voyez ? Le seul système qui pourrait inverser ça, c'est les variations astronomiques. Les variations astronomiques, si vous voulez, c'est que la Terre, par rapport au Soleil, soit elle a une orbite circulaire, soit elliptique. Donc ça veut dire que tous les, je ne sais plus si c'est 100 ou 200 000, il y a un certain nombre de périodes, elle est soit plus proche
du Soleil soit plus éloigné. Donc quand on est plus éloigné, c'est ce qui explique. Et puis il y a l'axe de rotation. Donc quand on a l'axe de rotation, quand on est plus proche, on réchauffe. Voilà. Donc il y a trois phénomènes orbitaux qui font que à certains moments, la Terre est plus proche du Soleil et on réchauffe, et à certains moments, elle est plus loin. C'est ce qui vous explique quand je vous ai parlé des grandes phases glaciaires, interglaciaires. Quand on est en glaciaire, la Terre, elle est plus loin du Soleil. Voilà. Et quand on est en interglaciaire, elle est plus proche. Notre problème actuellement, c'est qu'on est en interglaciaire, mais à un moment donné, on devrait aller vers un glaciaire. Sauf qu'avec le réchauffement, on n'y va pas. Vous voyez? Parce que ce cycle-là, il est tous les 100 000 ans. Donc on a un système qui s'auto-entretient. Voilà. Ah oui, c'est pris en compte, bien évidemment. Dans les modèles, on prend ça en compte. Voilà. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Peut-être en rester là après. Vous avez mon adresse email pour les plus timides qui n'ont pas voulu poser de questions. Mais je vous préviens, je réponds à tous mes mails, mais il y a un délai d'attente. Parce que je tourne entre 70 et 90 mails par jour. Donc vous allez comprendre qu'il y a un délai d'attente. Et souvent, je regarde la liste et je prends ce qui me semble important, et c'est peut-être pas toujours le plus important. Mais je dis à mes étudiants, des fois, écrivez urgent, mais si tout le monde écrit urgent, ça ne deviendra plus urgent. Hein. 1, 2, 3, ça marche. Oui, pardon. Ah oui, pardon. Avec le réchauffement climatique, on sait que la conflictualité sociale, les conflits sociaux vont être extrêmement importants, les migrations. Ah oui, j'en ai pas parlé, effectivement. Voilà, vous n'en avez pas parlé. C'était ça là-dessus que je voulais vous interroger. Est-ce que le GIEC travaille là-dessus sur la dangerosité, la conflictualité que ça va générer? Alors, pas à la métropole, mais à l'international, oui. Mais je dirais à la métropole, on devrait quand même y réfléchir, parce que vous avez vu le conflit en Syrie et les migrations que ça a entraîné. On a des exemples, voilà. Et effectivement, quand on prend le Sahel, quand on parle d'adaptation au Sahel, l'adaptation, j'ai un peu de mal à voir comment on va s'adapter. Donc ça veut dire que forcément, il y a des migrations. Il y a des réflexions qui sont menées aussi à l'échelle internationale sur les conflits potentiels autour de l'eau. Le bon exemple, c'est le Nil. Voilà, le Nil, il y a des conflits vraiment potentiels. Et effectivement, ça, il y a un travail du GIEC international dessus, mais peut-être pas assez poussé. Et en tous les cas, à l'échelle locale, c'est des choses qu'on ne prend pas en compte. Pour les déplacements climatiques. Voilà. Mais sur lesquels il faudrait réfléchir, parce qu'il y a des chiffres, on peut faire peut-être des scénarios, c'est comme toujours, on fait des scénarios faibles, élevés, moyens, et imaginer, parce que l'adaptation, ça va être ça aussi, effectivement. Bon, là, il y a une toute dernière question. Ah, je crois que c'était là. Toute dernière. C'était là. Tout simplement, comment faire pour que vos travaux soient mieux connus et davantage pris en compte par les institutions auxquelles vous les présentez, mais qui ne les considèrent peut-être pas à la hauteur des enjeux. Comment on peut vous aider, tout simplement? Ce que vous faites là, je pense qu'il est en communiquant. C'est vrai que le souci qu'on a, notamment avec certains collègues, en Normandie, on n'est pas nombreux. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à l'université, j'ai eu une réunion cette semaine avec la présidence de l'université pour que, justement, on travaille sur cet aspect formation et qu'on ne soit pas toujours, que ce soit pas toujours moi qui vienne ou mon collègue parler, qu'il y en ait d'autres, qu'on en entende d'autres aussi, qu'on voit d'autres visages. Et il y a un travail à faire vous avez entendu, de porter la bonne parole, tous. Et puis on a un travail aussi de fond d'éducation et de formation, parce que ça passe par là aussi, par l'éducation de nos enfants, et de formation. Et l'université, là, j'ai eu un rendez-vous avec la présidence qui veut mettre en place aussi, alors les étudiants sont déjà grands, mais parce que finalement, ce que je vous présente, ce qui peut paraître assez aberrant, c'est là, il n'y a que mes étudiants qui le voient, dans ma filière. Et éventuellement en géographie, en écologie. En physique, ils ne voient pas ça. En chimie, ils ne voient pas ça. La plupart des bios, ils ne voient pas ça. Et justement, on est en train de réfléchir. J'étais nommé chargé de mission pour réfléchir à ça. Donc, et comment on a une base commune à tous nos étudiants. Voilà. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, ça devrait se faire dans les écoles... des tout petits, quoi. Voilà. Et ça se fait pas. Alors moi, quand on m'invite, des fois, c'est dans les lycées.
Les collèges, j'ai pas fait, les écoles primaires non plus. On peut faire des choses très ludiques et très simples, hein, voilà. Mais effectivement, il faut qu'on soit plusieurs à s'y mettre, hein, parce qu'autrement, plusieurs à porter la bonne parole. Hein, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.